Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, a donc fait une déclaration sur le bilan des différents incendies qui ont eu lieu à Balbala. Et en Jérusalem, Israël cède et retire les détecteurs de métaux dans l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Voilà donc, ce sont les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a fait ce matin une déclaration sur le bilan des incendies de la commune de Balbala. Ces incendies qui ont touché essentiellement le secteur de Balbala, qui a fait des centaines de familles sinistrées. Si des vies humaines ont été épargnées, le préjudice matériel est donc déjà estimé à plusieurs centaines de millions de nos francs. Écoutons les détails sur le bilan de ces incendies avec le ministre de l'Intérieur. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les quartiers de la commune de Balbala sont depuis quelques jours de lieux d'incendie à répétition, avec un bilan lourd. Nous avons eu 4 jours d'incendie en une semaine. Depuis le 18 juillet 2017 jusqu'au 24 juillet 2017. Mardi 18 juillet 2017, quartier 4 mètres et 3 mètres, 161 maisons ont été brûlées et 199 familles en sont victimes. Quartier 12, T3, 25 logements, 25 familles sinistrées. Quartier Ouadadir, 5 logements, 7 familles sinistrées. Samedi 22 juillet 2017, Enguela, 2 logements, 2 familles sinistrées. Dimanche 23 juillet 2017, Balbala, quartier 10, 10 logements et 10 familles sinistrées. Lundi 24 juillet 2017, quartier Phare, 1 maison et 1 famille sinistrée. Quartier Doglé, 3 maisons, 3 familles sinistrées. Et bien, dans la deuxième partie de son intervention, le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, a évoqué l'organisation de secours aux sinistrés des incendies, avec en tête le chef de l'État qui a donné des instructions fermes pour donc un relogement immédiat des personnes sinistrées. Le ministre est revenu sur les origines de ces catastrophes qui seraient dues, selon un premier constat, aux installations électriques frauduleuses. Le ministre de l'Intérieur a lancé un appel pour une vigilance de tous les instants pour éviter ce genre de catastrophe. Écoutons le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed. Les vies humaines ont été heureusement épargnées et le préjudice est d'ores et déjà estimé à plusieurs centaines de millions de francs djibouti. Les victimes de ces catastrophes sont parmi les plus vulnérables de nos compatriotes. Et notre gouvernement, en tête, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, ne s'y est pas trompé en suscitant et organisant un élan de solidarité sans précédent pour leur venir en aide. Le président de la République a fait, comme vous avez entendu, du relogement immédiat des personnes sinistrées une priorité absolue. Ceci dit, les vents violents de cette période de chaleur sont certainement un facteur aggravant les conséquences des incendies. Mais les origines de ces catastrophes, ainsi que les constats en effet par les services compétents, sont les installations électriques frauduleuses mises en place
par des personnes sans scrupules qui ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. Il est de notre devoir à tous de les combattre. Aux citoyens souciés du respect de la vie d'autrui, la responsabilité de rejeter et dénoncer ces agissements. Au service de l'État d'en poursuivre sans relâche les auteurs. Il n'est pas inutile de rappeler que les enquêtes sont en cours pour déterminer les responsabilités. Il sera ainsi, chaque fois que par l'effet d'un incendie, l'intégrité de la personne humaine sera mise en danger. La sécurité des personnes et des biens sera assurée à tout prix. Je rappelle enfin que notre code pénal est doté d'instruments suffisants pour poursuivre ceux qui seront identifiés comme responsables des actions que je viens de citer. La mise en danger de la vie d'autrui sera qualifiée. Les homicides, le cas échéant, mais aussi et surtout les crimes de destruction ou dégradation des biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie. Pour finir, je réitère mon appel à une vigilance à tous les instants et au respect des consignes de sécurité que les services de mon département continuent à diffuser. Je vous remercie de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et après les incendies qui ont ravagé près de 10 foyers à Balbala dans le quartier de Danesté, samedi dernier, la cadence des opérations de secours aux sinistrés s'accentue. Dès hier après-midi, le maire de la ville de Djibouti et le président de la commune de Balbala, avec à sa tête une forte délégation, s'est rendu sur les lieux pour assister aux opérations d'assistance aux sinistrés. Les opérations ont débuté l'après-midi pour ainsi soulager les personnes sinistrées. Les premiers secours de distribution aux sinistrés comprennent des ustensiles de cuisine, des draps, des nattes, des couvertures ainsi que des denrées alimentaires. Dans le cadre de l'élan de solidarité nationale en faveur des sinistrés de Balbala, amorcé par le chef de l'État, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris des initiatives visant à accompagner la décision présidentielle de reloger les centaines de familles touchées dans une nouvelle cité. Saluant cette initiative louable du chef de l'État, le MENFOP a mis en place un dispositif chargé de retracer une nouvelle carte scolaire permettant aux enfants des sinistrés d'intégrer à la rentrée scolaire prochaine des établissements scolaires les plus proches de leur futur lieu de résidence. Le ministère fournira par ailleurs gratuitement à la rentrée prochaine les fournitures scolaires ainsi que les manuels à l'ensemble des enfants de l'enseignement de base issus de ces familles sinistrées. En outre, le ministère prendra en charge l'achat des manuels scolaires ainsi que les frais de l'accès pour ceux d'entre eux fréquentant donc les lycées et les collèges. Et le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a tenu donc une réunion avec les membres du bureau des pèlerins djiboutiens, avec mission officielle chargée d'encadrer les pèlerins pendant leur séjour au lieu saint pour effectuer le Hajj pour cette année 2017 ou 1438 de l'Hégire. Le ministre a passé en revue les mesures et les dispositions prises par le ministère afin de réunir les conditions optimales pour la réussite de la saison du Hajj et pour permettre aussi aux pèlerins d'accomplir leur rituel dans les meilleures circonstances. Le ministre a évoqué les instructions données par le président de la République pour déployer tous les efforts et les moyens pour faciliter la mission des pèlerins djiboutiens et leur fournir ainsi des services de haut niveau au lieu saint.
Sans transition, donc au cours de cette réunion, le ministre a rappelé les devoirs de chaque membre de la mission qui doit donc assumer tout en ayant le sens de la responsabilité, la patience et l'endurance et de veiller ainsi à la bonne gestion des affaires du Hajj en conformité avec les règlements en vigueur au Royaume d'Arabie Saoudite et dans le cadre des accords signés entre le ministère et le ministère du Hajj du Royaume d'Arabie Saoudite. À cet égard, le ministre a émis ses directives à la mission officielle qui doit travailler en équipe en augmentant la synergie pour accomplir donc les tâches qui lui sont confiées au niveau des différents comités. Il a demandé également à chaque membre de la mission de veiller donc à bien représenter Djibouti et donner donc une bonne image de Djibouti. Enfin, le ministre a souhaité tous les succès dans l'accomplissement de cette mission pour servir les pèlerins djiboutiens. Il a souligné que le bureau des pèlerins djiboutiens se compose du haut comité qui supervise les actions menées par le bureau, en plus des auteurs, comité chargé du transport médical qui suit de santé des pèlerins et de prendre en charge donc les patients et les transports ainsi que le service de sensibilisation religieuse. Il a aussi donc indiqué à l'équipe médicale qui suit l'état de santé des pèlerins de prendre en charge les patients et les personnes âgées. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens ouverts, Momin Hassan Barre, a reçu également aujourd'hui l'ambassadeur des serviteurs des deux lieux saints mosquées accrédités à Djibouti, Abdelaziz bin Abdallah Al-Daoud. La réunion fait partie des réunions tenues par le ministre pour promouvoir la communication et le contact avec les différents organismes et corps diplomatiques collaborant avec le ministère. Le ministre Momin a examiné avec l'ambassadeur saoudien les relations distinguées entre les deux pays frères, citant le grand intérêt du ministère pour réussir le processus organisationnel du grand pèlerinage de cette année 2017. Le ministre a souligné que le département des affaires musulmanes a pris toutes les mesures nécessaires avec les autorités saoudiennes chargées d'organiser le Hajj afin de permettre aux pèlerins djiboutiens d'accomplir leur rituel dans les meilleures conditions dans le domaine du transport, du logement ou concernant le pactage du service fourni à la Mecque et Médine et aux lieux sacrés. À cette occasion, le ministre a rendu hommage aux grands efforts déployés par le Royaume d'Arabie Saoudite. Les deux pays ont mis au point des mécanismes, des voies et de consultation continues pour servir les intérêts communs des deux pays frères. Et à la fin de cette rencontre, le ministre a remercié l'ambassadeur saoudien pour les facilités fournies par l'ambassade et la coordination avec le ministère pour améliorer les services offerts aux pèlerins djiboutiens. L'actualité de ces 22 heures, c'est aussi cet atelier de validation du manuel de procédure et de gestion des guichets sociaux qui a été organisé aujourd'hui au Palais du Peuple par le secrétaire d'État aux affaires sociales. L'objectif de cet atelier est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie, l'intégration socio-professionnelle des citoyens en difficulté, la mise en œuvre d'instruments de prévention des fléaux et de la pauvreté, ainsi que l'assistance sociale des groupes vulnérables. En effet, la lutte contre la pauvreté et la précarité constitue une des priorités du gouvernement et un des défis majeurs pour notre jeune pays. C'est ainsi que le secrétaire d'État chargé des affaires sociales s'est vu confier cette mission de valeur. À ce point, le secrétaire d'État a mis en place au début de l'année un plan d'action sociale de proximité qui s'est traduit par la création des guichets sociaux dans les arrondissements. Proximité. Un plan d'action de proximité qui s'est traduit par la création des guichets sociaux dans les arrondissements de la capitale et dans les chefs-lieux des régions de l'intérieur. La mission de ces guichets, comme vous l'avez vu dans la vidéo, est d'être des lieux d'accueil, d'écoute, d'orientation, d'accompagnement vers la population, assister dans leur démarche administrative en quête de recevoir des prestations sociales. Et ainsi, à propos, je vous propose de suivre les réactions des participants recueillis à l'issue de cet atelier. Nous avons participé aujourd'hui à la validation d'un atelier de manuel de procédure pour la gestion en fait des guichets sociaux du secrétariat d'État aux affaires sociales. Donc ces guichets sociaux qui ont été ouverts donc, dans l'ensemble du territoire. L'objectif du manuel est de vraiment essayer de coordonner l'ensemble des activités qui sont menées, donc pour permettre en fait pour
prestataire donc, pour permettre pour une personne qui est nécessiteuse en fait d'avoir un service coordonné qui va permettre de mieux répondre à ses besoins. Donc comme on le sait, l'UNFD a fêté ses 40 ans cette année et donc a un grand volet de volet social, donc qui appuie la population nécessiteuse donc, depuis tant d'années. Et ça a été vraiment un plaisir de partager, de contribuer à ce travail pour permettre en fait d'avoir, pour permettre aux populations nécessiteuses qui ont des besoins particuliers ou d'avoir un service coordonné. En fait. Également dans l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin à son cabinet la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et représentante résidente du PNUD à Djibouti, Barbara Manzir, en présence de ses proches collaborateurs. Madame Menzi a remercié donc le secrétaire d'État pour cette rencontre qui intervient seulement après 2 semaines à son arrivée à Djibouti, qu'elle avait reçu les directives de ce supérieur quant à l'atteinte du plan d'action quinquennal de l'organisme qu'elle représente et qui est la jeunesse. Qu'en ce sens, ils avaient un énorme intérêt à soutenir le secrétariat d'État en mobilisant les ressources nécessaires, voire les possibilités de financement pour le CDC, ainsi qu'un appui technique aux responsables des centres. Le secrétaire d'État, quant à lui, a remercié la représentante pour sa visite et lui a souhaité la bienvenue en cette terre d'accueil et de rencontre, que par ailleurs leur objectif a été également le sien, à savoir veiller à l'intérêt de la jeunesse puisqu'il était le premier responsable de cette importante partie de la population. Le caractère transversal de la jeunesse fait qu'il est obligé de conjuguer ses efforts avec l'ensemble du gouvernement et des ONG pour trouver les voies et moyens de promouvoir et épanouir la jeunesse conformément à la politique du chef de l'État qui a également donné instruction afin de revaloriser les CDC, vitrine du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. L'ODEG, l'Office djiboutien pour le développement de l'énergie géothermique, sensibilise ses ingénieurs et techniciens aux risques liés au forage géothermique. Un panel de spécialistes de haut niveau a présenté le code de pratique africain pour le forage géothermique aux ingénieurs et techniciens de l'ODEG durant 2 jours consécutifs à compter d'aujourd'hui jusqu'à demain au Palais du Peuple. En effet, organisé par la Commission de l'Union africaine et l'Institut fédéral germanique pour les géosciences et les ressources naturelles en collaboration avec l'ODEG, cet atelier va initier les participants durant 2 jours aux risques associés au forage géothermique ainsi qu'à la manière dont différentes législations dans d'autres pays ont traité ces risques. Des autorités égyptiennes pour ce code et sa mise en œuvre. Ce code a été élaboré avec l'appui de l'Office fédéral allemand des géosciences et des ressources naturelles, BGR en sigle. La Commission de l'Union africaine voudrait également souligner la grande contribution de la Nouvelle-Zélande pour la mise à la disposition du New Zealand Code of Practice, qui est le plus complet et le plus actualisé de tous les autres codes qu'on a incorporé dans le code qu'on va vous présenter tout à l'heure. Autre nouvelle du pays, dans un nouvel élan, la Commission nationale de lutte contre la corruption a tenu dans les locaux du ministère de l'Équipement et des Transports une réunion de travail portant sur le processus de la déclaration du patrimoine des hauts cadres de ce ministère. Était présent à cette réunion le secrétaire général Saïd Nour ainsi que l'ensemble de ses directeurs et hauts cadres. L'équipe de la Commission nationale de lutte contre la corruption, dirigée par le directeur des investigations et déclarations du patrimoine, Hamza Addi, a exposé les principaux points de discussion concernant la déclaration du patrimoine. Cette réunion s'inscrit dans l'application de la loi numéro 3 de la 7e législature, complétant les dispositions législatives relatives à la prévention et la lutte contre la corruption. Porté sur, comme je le disais, la déclaration des patrimoines des hauts cadres. Cette déclaration des patrimoines s'inscrit dans l'application de la loi 03/2013, complétant les dispositions législatives relatives à la lutte contre la corruption, qui a été promulguée par le président de la République en 2013 et qui a pour objet la moralisation de la vie publique et la promotion de la bonne gouvernance. Un atelier de validation des notes stratégiques du document de programme du pays 2018-2022 entre le gouvernement de Djibouti et l'UNICEF s'est tenu hier au Sheraton Hotel.
Cet atelier s'est déroulé en présence de la directrice de la coopération internationale, Mme Mouna Ahmad, et en présence des membres du gouvernement et de ses partenaires du système des Nations Unies, tels que le PAM, l'UNHCR, l'OIM, ainsi que de nombreuses ONG nationales et internationales. Le prochain programme vise à assurer sur les droits de chaque enfant à la survie, au développement et à la protection soit réalisé à travers l'accès aux services sociaux de base. Premier 1000 jours de sa vie, c'est-à-dire de la conception jusqu'à ses 2 ans, à travers des interventions combinées en matière de santé, nutrition, eau, hygiène et assainissement. La deuxième priorité, l'accès équitable à l'éducation de qualité, en particulier pour les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Et la réduction de la vulnérabilité des enfants à travers l'accès aux services de protection sociale, y compris pour les enfants victimes de violences. Quant à la directrice de la coopération internationale, Mouna Ahmad, elle a souligné le caractère participatif de ce processus de longue haleine et elle a réitéré le soutien du gouvernement pour garantir la protection des droits des enfants. Je propose de le suivre. L'objet de la réunion d'aujourd'hui est de partager et de valider les notes stratégiques de développement 2018-2022 entre l'UNICEF et le gouvernement djiboutien. Ces documents stratégiques indiquent la vision et les stratégies que le gouvernement entend mettre en œuvre pour le développement des conditions de l'enfant à Djibouti. L'atelier de planification stratégique qui a permis l'identification des domaines prioritaires de ces notes stratégiques s'est tenu le 23 janvier dernier et 6 mois plus tard, nous revoici pour la validation de celle-ci. Je vous remercie tous autant que vous êtes pour votre engagement dans l'élaboration de ces notes que l'on veut réalistes et utiles. Mesdames et messieurs, ces notes sectorielles qui prennent la place du plan stratégique quinquennal traditionnel découlent de la planification de programmes et de politiques afin d'identifier la situation existante, la situation escomptée ou souhaitée et ce qu'il faut réaliser pour passer de l'une à l'autre. Cela va aider à élaborer des objectifs plus clairs, à préciser les responsabilités et à établir une interprétation commune des stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de développement durable, toujours selon le mandat de l'UNICEF. J'espère qu'avec le bon déroulement des activités et un bon suivi des programmes, des différents programmes, des agences onusiennes, nous arriverons à marquer un nouveau score dans les atteintes des objectifs définis dans la SCAP, la Vision 2035 et les ODD. Le réseau pour la lutte contre les mutilations génitales féminines a organisé donc ce matin une réunion sur l'importance d'abandonner la pratique de la circoncision féminine dans la salle de conférence à l'hôtel Acacia. Cette réunion s'est tenue en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WARF, l'ONU, le FNUAP, en présence du président du réseau pour la lutte contre la circoncision féminine, Abdelrahman Mohamed, et son vice-président, ainsi que la présidente des services des affaires sociales du ministère des Biens WARF. Cette réunion a vu la participation également des membres de ce réseau venus de la capitale et des régions de l'intérieur. Ce réseau mène des efforts afin de sensibiliser la communauté djiboutienne sur l'ensemble du territoire du pays, sur l'importance d'abandonner définitivement la pratique de la circoncision féminine. Il y a un consensus commun sur cette problématique, essayer de faire des actions qui vont droit au but pour combattre cet acte qui est néfaste pour la santé des femmes et des jeunes filles de Djibouti. Une cérémonie de fin de stage pour les handicapés s'est déroulée hier au siège de l'église catholique. Ce stage qui a duré 16 mois a porté sur la formation en informatique et l'apprentissage de la langue française et anglaise pour les handicapés et a été financé par l'Union européenne. La cérémonie a regroupé donc les formateurs, le président de l'association des handicapés, Ali Mohamed, et les personnes handicapées bénéficiaires de cette formation. Le président de l'association des handicapés et les handicapés présents donc à cette formation ont bénéficié donc de cette formation en informatique et langue. On remercie tous ces formateurs et l'Union européenne qui a financé ce stage. À la fin de cette formation, des diplômes et d'attestations ont été donc délivrés aux participants. Et cela montre bien que cette politique en faveur de l'insertion des personnes handicapées a bien démarré. Le jour suite à une réflexion menée sur le regard qu'a la société sur les personnes handicapées,
qui sont souvent victimes de discriminations et beaucoup d'autres choses qui ne nous ont pas laissés indifférents. Et pour cela, le centre de formation, au moment de la rénovation de ces bâtiments, avait voulu faire de ce centre un lieu qui pourrait aussi accueillir des personnes handicapées. Après la ville d'Ali-Sabieh, les équipes mobiles de la CNSS chargées des enregistrements se sont déplacées pour la ville d'Arta. Celle-ci, conduite par le responsable du service mobile de la caisse, Abdelrahman Ahmed, continue de mener des opérations d'enregistrement et de délivrance de la carte d'assurance maladie à de nombreux fonctionnaires et autres agents des services publics. Selon ce dernier, les individus visés par leur initiative d'aller dans tous les chefs-lieux des régions de l'intérieur consistent à délivrer la carte de soins aux fonctionnaires et agents de l'État qui ne se sont pas enregistrés jusqu'à présent, ceux qui ont la carte et qui n'ont pas présenté les membres de leur famille, les retraités alités ou ceux qui n'ont pas pu venir à Djibouti à cet effet pour cause de manque de moyens financiers. Les membres de cette mission de la CNSS ont travaillé d'arrache-pied au siège du conseil régional durant toute la semaine. De nombreux habitants de la région d'Arta et surtout des gens en provenance des localités rurales ont exprimé leur désir de voir se prolonger cette mission de la CNSS tout le long de la semaine. Faisant suite à une enquête ouverte pour escroquerie contre deux individus qui ont soutiré de l'argent à leurs victimes en leur promettant de leur trouver des visas vers des pays étrangers, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont procédé le 22 juillet dernier vers midi à l'interpellation de deux individus suspectés dans cette affaire. Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs de cette unité ont été amenés pour les besoins de l'enquête en cours à procéder à des perquisitions et saisies dans les domiciles des personnes mises en cause. Au cours de cette perquisition, les enquêteurs de la brigade Cheikh Moussa ont découvert 12 passeports djiboutiens appartenant à différentes personnes. L'enquête effectuée a permis de déceler 9 victimes qui ont payé une somme conséquente estimée à 2 250 000 de nos francs à la demande et au profit de ces deux prétendants. Les propriétaires de ces passeports ont déclaré qu'ils étaient trompés pour ces deux individus qui leur ont décliné une fausse qualité tout en leur promettant de leur délivrer un visa américain et canadien. Les personnes impliquées dans cette affaire ont été déférées au parquet ce jour pour être présentées devant le procureur de la République près le tribunal de la première instance à Djibouti pour répondre de leurs actes délictuels. Et en niveau du monde, enfin, à Jérusalem, Israël cède et retire les détecteurs de métaux de l'esplanade des mosquées. Le gouvernement israélien a cédé. Il va retirer les portiques de sécurité installés autour de l'esplanade des mosquées, lieu saint de l'islam à Jérusalem. Ce mardi, le cabinet du Premier ministre annonçait leur remplacement par une technologie sophistiquée. Il s'agira, selon les médias israéliens, de caméras haute résolution. La décision d'Israël a été prise quelques heures après le rapatriement du personnel de l'ambassade d'Israël à Amman, dont un garde qui a abattu 2 Jordaniens dimanche soir. Le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahu, s'est entretenu ce lundi avec les autorités jordaniennes qui demandaient le retrait immédiat des détecteurs de métaux. Quelques heures avant l'annonce, au terme d'une réunion avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient demandait qu'une solution soit trouvée avant les prières musulmanes du vendredi. Les Palestiniens et plusieurs responsables arabes accusent Israël de vouloir étendre son contrôle sur ce lieu saint dont elle ne contrôle que les entrées. Il est administré par la Jordanie. Près de la vieille ville de Jérusalem et en Cisjordanie, les manifestations, parfois violentes, ont été quotidiennes. La semaine passée, 5 Palestiniens sont morts dans des affrontements et 3 Israéliens ont été tués à leur domicile. Depuis l'installation des portiques, les fidèles musulmans boycottaient l'esplanade des mosquées et priaient à l'extérieur du site. C'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.